Le soleil naissait sur Calendé dans un éclat de lumière tendre. Ses rayons glissaient sur les toits de chaume, illuminaient les sentiers de latérite et s'infiltraient dans les cases encore assoupies. Au loin, les collines se coloraient d'or et de pourpre, et la brume matinale flottait au-dessus des rizières comme un voile de coton. C'était l'heure où le village s'éveillait doucement, les femmes sortaient avec leurs calebasses, bavardant et riant en chemin vers le marigot, les hommes chargeaient leurs roues sur l'épaule pour rejoindre les champs, les enfants, excités, poursuivaient les chèvres capricieuses qui s'égaraient toujours à la même heure. Le rythme de Calendé se déroulait comme une chanson répétée depuis des générations. Sous le grand fromager, au centre du village, quelques anciens s'étaient déjà rassemblés. Ils s'asseyaient sur des nattes usées ou directement sur la terre battue, échangeant des salutations lentes et solennelles. Leur voix grave semblait porter avec elle l'écho d'un passé que personne ne devait oublier. Car à Calendé, les anciens n'étaient pas seulement des témoins de l'histoire, ils en étaient les gardiens vivants, les racines du grand arbre que formait la communauté. Parmi ces racines, une pousse refusait pourtant de plier. Kérou, fils de Doumbia et d'Amina, grandissait avec la fougue d'un fleuve en crue. 15 saisons avaient forgé son corps élancé et ses gestes rapides, mais pas son cœur. Son regard vif brillait d'une curiosité parfois insolente, et ses lèvres portaient souvent un sourire narquois lorsqu'on lui rappelait les règles du village. Il n'était pas mauvais garçon, mais son esprit cherchait constamment à défier ce qu'on lui imposait. Sa mère l'appelait affectueusement « mon enfant au cœur de vent », car rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais dans ses soupirs, on sentait l'inquiétude, un vent trop fort finit par renverser les cases les mieux construites. Doumbia, son père, avait une approche différente. Il observait son fils avec une fierté secrète, voyant en lui un éclat de sa propre jeunesse. Pourtant, il savait aussi que l'orgueil mal contenu peut se transformer en poison. Alors, souvent, il posait sa main sur l'épaule de Kérou et lui murmurait « Le tambour qui joue trop fort finit par se fendre ». Mais Kérou détournait la tête, impatient, persuadé que les paroles des anciens appartenaient à un autre âge. Chaque soir, lorsque le feu était allumé et que le cercle se formait autour des conteurs, Kérou s'installait non loin, mais toujours un peu à l'écart. Il n'y venait pas pour apprendre, mais pour critiquer. Les récits de Soria, le doyen respecté, l'agaçaient particulièrement. Quand le vieil homme parlait des esprits qui veillaient sur Calendé, des ancêtres qui guidaient les vivants, Kérou roulait des yeux ou éclatait d'un rire bref. « Vos histoires, disait-il parfois assez fort pour que tout le monde l'entende, ne sont que des contes pour endormir les enfants. Le monde a changé. Nous n'avons plus besoin de craindre vos interdits. » Cette insolence blessait, mais elle inquiétait davantage. Car si un enfant commence à mépriser les paroles des anciens, que deviendra le respect du village tout entier ? Ses camarades, fascinés par son audace, l'écoutaient en silence, certains admirant son courage, d'autres effrayés par sa témérité. Mais lui, en quête de preuves, voulait démontrer qu'il avait raison. Une fois, lors d'une veillée, alors que le ciel s'assombrissait et que les tambours résonnaient doucement, Soria raconta l'histoire du grand incendie qui, autrefois, avait menacé d'anéantir Calendé. Selon lui, ce désastre avait été arrêté grâce à la fidélité du peuple aux traditions et aux prières adressées aux ancêtres. Tous écoutaient avec gravité, sauf Kérou. Quand le vieil homme conclut en affirmant que, sans respect, les flammes de l'orgueil consument le monde, Kérou éclata d'un rire sonore. Ce sont les vents et la sécheresse qui provoquent les incendies, pas des ancêtres invisibles. Lança-t-il. Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Même les flammes du feu semblèrent vaciller. Les enfants baissèrent les yeux, les adultes serrèrent les lèvres. Personne n'avait jamais osé interrompre Soria ainsi. Mais le vieillard, loin de s'emporter, posa son regard sur le garçon. Ses yeux, où brillait une patience ancienne, ne reflétaient ni colère ni mépris, mais une tendresse ferme, comme celle d'un père qui sait que l'enfant doit d'abord trébucher pour apprendre. « Tu es jeune, mon fils, dit Soria calmement. Celui qui se moque du passé n'a pas encore marché assez longtemps dans le présent. Un jour viendra où tu comprendras. » Ces paroles glissèrent sur Kérou comme la pluie sur une feuille. Il détourna la tête et siffla entre ses dents. Au fond de lui, pourtant, une petite voix lui murmurait que ce calme était plus lourd qu'un cri. Mais son orgueil étouffa cette impression. Il se jura, dès ce soir-là, de prouver à tout le monde que les histoires des anciens n'étaient que des illusions. Le lendemain,
quand son père lui demanda de l'accompagner au champ, il refusa, prétextant une fatigue qu'il n'avait pas. Doumbia le regarda longuement, sans insister. Kéro partit errer seul, chassant de petits oiseaux avec des pierres, rêvant d'exploits qui feraient de lui un homme reconnu. Mais plus il pensait, plus une idée s'enracinait dans son esprit, il fallait défier l'un des interdits pour montrer à tous que les anciens n'avaient aucun pouvoir. À l'ouest du village s'étendait la forêt de Nimba, lieu redouté où, disait-on, vivaient des esprits. Les anciens interdisaient d'y pénétrer sans rituel, affirmant que quiconque s'y aventurait sans respect attirerait la colère invisible. Pour Kéro, c'était là la meilleure occasion de briller. S'il osait entrer, s'il en revenait vivant et avec une preuve tangible, alors plus personne ne pourrait l'accuser d'être un simple enfant insolent. Le soir même, quand la lune monta ronde et pâle au-dessus des collines, Kéro prit en cachette la petite machette de son père et se dirigea vers la lisière de Nimba. L'air y était lourd, chargé de parfums d'écorce et d'humus. Les arbres, immenses, semblaient se courber comme pour barrer l'entrée. Un frisson parcourut son dos, mais il serra les dents. Ce ne sont que des histoires, se dit-il. Il s'enfonça parmi les troncs. Le silence y était si épais qu'on entendait battre son cœur. Les cris des hiboux résonnaient comme des avertissements. Pourtant, il avança encore, jusqu'à apercevoir l'iroko sacré, un arbre gigantesque que les anciens vénéraient comme demeure de l'esprit protecteur du village. Ses branches touchaient presque les étoiles, et son tronc, rugueux et sombre, semblait respirer. Kéro leva sa machette, déterminé. Il frappa. Le craquement de la branche résonna comme un tonnerre. À peine avait-elle touché le sol qu'un vent violent se leva, faisant tourbillonner les feuilles mortes. Un grondement monta des entrailles de la forêt, si puissant que les jambes de Kéro tremblèrent. Il recula, mais serra la branche coupée contre lui. C'était sa preuve. Sa victoire. Il ne vit pas, au pied de l'arbre, l'étincelle née du frottement de sa lame contre le bois sec. Quelques secondes plus tard, l'herbe s'embrasa. Les flammes prirent d'abord timidement, comme si elles hésitaient à naître, puis elles s'élancèrent soudain, avides et affamées, gagnant les buissons secs et les herbes hautes. Le feu crépitait avec rage, envoyant dans l'air des gerbes d'étincelles qui se mêlaient au vent. En quelques instants, la forêt paisible de Nimba s'était transformée en un monstre. Incandescent. Le souffle chaud brûlait la peau de Kéro, et son cœur battait à rompre sa poitrine. L'orgueil qui l'avait conduit jusque-là se fissura sous la panique. Il se mit à courir, trébuchant sur les racines, les yeux pleins de larmes que la fumée lui arrachait. Derrière lui, le brasier s'étendait, dévorant les broussailles avec une voracité insatiable. Chaque craquement de bois tombant lui semblait être le rugissement d'un esprit courroucé. Mais Kéro refusait d'écouter cette peur. Ce n'est qu'un feu, se répétait-il en haletant. Rien de plus qu'un feu. Pourtant, la terreur le poursuivait jusque dans sa course. Lorsqu'il parvint aux abords du village, l'horizon derrière lui flamboyait d'un rouge inquiétant. Les premières volutes de fumée atteignirent Calendé, et des cris s'élevèrent. Les femmes, qui revenaient du marigot, lâchèrent leurs calebasses pour courir prévenir les hommes. Les enfants, effrayés, se réfugièrent dans les cases. En quelques minutes, tout le village fut en alerte. On vit Doumbia saisir des seaux, Amina crier les noms de ses voisins. Et des dizaines de bras se mobilisèrent pour contenir l'incendie. Kéro, essoufflé, serra encore la branche qu'il avait coupée. Mais au lieu de la brandir comme une preuve de victoire, il la cachait derrière lui, honteux, comme si ce morceau de bois portait en lui la culpabilité de son geste. Pourtant, personne ne semblait encore l'avoir remarqué, l'urgence était de sauver le village. Le feu avançait rapidement, attisé par le vent de saison sèche. Les hommes formèrent des chaînes humaines pour transporter l'eau depuis le puits et les jarres. Les femmes battaient les flammes avec des branches vertes. Les tambours cessèrent de résonner, seuls les cris et le crépitement du feu emplissaient l'air. Toute la nuit, Calendé lutta. Kéro participait à peine. Il avait les jambes tremblantes, les yeux écarquillés, incapable d'agir. La culpabilité le clouait au sol. Il voyait les visages suants de ses voisins, les enfants qui pleuraient, sa mère qui courait d'un point à l'autre avec une détermination désespérée, et son père, torse nu, couvert de suie, jetant seau après seau sur les flammes. Chaque image le blessait plus profondément que le feu lui-même. Le ciel se noircit,
la lune disparut derrière la fumée, et l'air devint presque irrespirable. Mais les villageois tenaient bon, poussés par l'instinct de survie et la solidarité. Certains s'évanouirent sous l'effort, d'autres se brûlèrent en approchant trop près, mais personne ne recula. À l'aube, comme une bénédiction, un nuage lourd se forma, et une pluie soudaine s'abattit, étouffant les dernières flammes. Calendé était sauvé, mais meurtri. Les champs, jadis verts et pleins de promesses, n'étaient plus que des étendues noircies. Les réserves de nourriture avaient été réduites de moitié, et l'année promettait d'être difficile. Le village tout entier se retrouva dans un silence accablé, chacun mesurant la gravité de ce qui venait de se passer. Lorsque la fumée se dissipa, les regards se tournèrent vers Kérou. Quelqu'un avait aperçu la branche qu'il portait encore. D'autres se souvenaient de ses moqueries contre les récits de Soria. Les murmures commencèrent à enfler, pareils à des abeilles dérangées. C'est lui. Il est allé dans la forêt. On le montra du doigt, on fronça les sourcils. Des voix s'élevèrent, qu'on le punisse, c'est à cause de son insolence que nous avons perdu nos récoltes. Kérou, les jambes molles, baissa la tête. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'on l'entendait. Il aurait voulu disparaître, s'effacer dans la poussière. Ses mains tremblaient sur la branche, témoin muet de son erreur. Doumbia, son père, le regarda longuement. Amina, sa mère, mit une main sur sa bouche, incapable de parler. Tous deux savaient. Mais ils ne prononcèrent pas un mot. Alors, une silhouette s'avança lentement dans le cercle que formaient les villageois. Soria, le doyen, marchait avec son bâton sculpté. Sa barbe blanche brillait à la lumière du matin, et son regard profond traversait les âmes comme un miroir. Il leva une main et le tumulte se calma aussitôt. Même les plus en colère se turent. Car Soria était plus qu'un ancien, il était la mémoire vivante de Calendé, celui dont la parole pesait plus que 100 tambours. Il s'arrêta devant Kérou, qui n'osait pas lever les yeux. Sa voix, grave et lente, résonna comme un tambour de vérité. Le feu a parlé cette nuit. Il nous a montré la fragilité de nos récoltes et la force de notre union. Mais le feu ne vient pas seul, il naît d'une main, d'un souffle, d'un choix. Il posa sa main ridée sur l'épaule de Kérou. Le jeune garçon sursauta, surpris que ce geste ne soit pas un coup mais une caresse ferme. Un arbre qui oublie ses racines finit par se dessécher, dit-il. Toi, Kérou, tu as voulu défier ce que tu ne comprenais pas. Tu as cru que le respect était une chaîne, mais il est un bouclier. Tu as cru que l'orgueil était une force, mais il est une flamme. Et cette flamme, tu l'as vue dévorer ce que nous aimons. Les larmes jaillirent des yeux de Kérou. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge était nouée, et son cœur écrasé par la honte. Le feu a déjà puni nos champs, poursuivit Soria. Inutile qu'il détruise aussi notre fils. Punir ton corps ne servira à rien. C'est ton cœur qui doit apprendre. Alors écoute, observe, travaille. Et un jour, peut-être, tu deviendras non pas un fardeau pour ce village, mais une de ses forces. Le silence qui suivit fut profond. Personne n'osa contredire le doyen. Les villageois détournèrent leurs regards, laissant la honte de Kérou se déverser en lui. Certains murmurèrent encore, mais sans colère. La parole de Soria avait éteint l'incendie des cœurs comme la pluie avait éteint celui des champs. Ce jour-là, Kérou ne fut pas battu, ni banni. Mais son âme reçut une blessure plus cuisante que n'importe quelle punition physique, le poids de la responsabilité, le regard déçu de son père, les larmes silencieuses de sa mère, et surtout, la dignité de Soria, qui l'avait sauvé d'une condamnation mais non d'une honte profonde. Le soleil s'éleva plus haut dans le ciel, éclairant les cendres encore fumantes. Calendé reprit lentement ses activités, mais une certitude régnait, rien ne serait plus comme avant, ni pour le village, ni pour Kérou. Les jours qui suivirent furent lourds pour Calendé. Le village portait encore l'odeur du brûlé, et chaque regard posé sur les champs calcinés rappelait la perte. Les femmes, en silence, ramassaient les restes de jarres éclatés, de paniers noircis. Les hommes évaluaient la gravité des dégâts, une grande partie des récoltes de mil et de maïs avait disparu, et l'année promettait d'être difficile. C'est dans ce climat pesant que Kérou se sentait comme un intrus dans sa propre maison. Il sortait rarement.
Lorsqu'il croisait les enfants du village, il détournait les yeux ou le fixait avec une curiosité mêlée de reproches. Ses camarades, ceux-là même qui riaient de ses moqueries contre les anciens, n'osaient plus l'approcher. Il se souvenait trop bien de ses paroles et voyait maintenant le prix de son insolence. Chaque rire, chaque mot prononcé avant l'incendie lui revenait en écho cruel. Dans la case familiale, l'ambiance n'était pas meilleure. Amina, sa mère, parlait peu. Elle se contentait de lui lancer des regards silencieux, remplis d'un mélange d'amour et de douleur. Elle préparait les repas avec moins de chansons qu'avant, et ses gestes semblaient plus mécaniques. Doumbia, son père, gardait le silence. Ses yeux, d'ordinaire chaleureux, s'étaient assombris. Quand il s'adressait à Kérou, ce n'était que pour des consignes courtes: porte ce seau, va chercher du bois, attache les chèvres. Pas une fois il ne haussa la voix, mais cette retenue pesait bien plus lourd qu'une colère éclatante. Kérou, qui avait toujours cru être fort et indépendant, découvrait une solitude qu'il n'avait jamais connue. Ses nuits étaient hantées par les flammes, par les cris du village, par le regard de Soria. Il revoyait sans cesse sa propre main levant la machette contre l'iroko sacré, et il se demandait s'il n'avait pas réellement offensé quelque chose de plus grand que lui. Pour la première fois, le doute s'installait. Mais l'orgueil, encore tenace, l'empêchait d'avouer sa faute à voix haute. Un après-midi, alors que le soleil était au zénith et que la chaleur rendait l'air presque tremblant, Soria vint trouver Kérou. Le vieil homme marchait lentement, mais sa présence imposait un respect immédiat. Les enfants qui jouaient sur la place s'arrêtèrent de courir pour l'observer. Les femmes interrompirent leur bavardage. Doumbia, assis à l'ombre de sa case, s'inclina légèrement en signe de respect. Soria s'avança directement vers Kérou, qui travaillait à fendre du bois, maladroitement, comme pour se rendre utile. Le vieillard posa son bâton contre un tronc et s'assit sur une pierre. Il observa le garçon sans rien dire, laissant le silence s'installer comme une leçon invisible. Kérou, mal à l'aise, baissa les yeux. Finalement, Soria parla. « Le bois que tu frappes ne cède pas parce que tu es fort, mais parce que tu frappes au bon endroit. La vie est pareille. Ce n'est pas la force seule qui construit, c'est la sagesse de savoir où et quand frapper. » Kérou serra les lèvres. Il aurait voulu répondre, dire qu'il comprenait déjà, mais il n'osa pas. Soria poursuivit. « Tu crois que nous, les anciens, nous parlons pour retenir votre liberté. Mais la vérité, mon fils, est que nous parlons pour protéger vos pas. L'oiseau qui apprend à voler croit souvent que le ciel est à lui, mais il ignore encore la force du vent. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le cœur de Kérou. Il sentit sa gorge se serrer, mais cette fois, il resta silencieux. « Ton père, » continua Soria, « j'entends ton nom mêlé à celui de Malik. Dis-moi, est-ce vrai ?» Le cœur d'Awa bondit. Ses doigts s'arrêtèrent, crispés sur les grains. Elle baissa les yeux. « Ce ne sont que des rumeurs, maman. » La mère soupira. « Les rumeurs naissent toujours d'une vérité, même petite. Prends garde, Awa. La réputation d'une fille est comme une calebasse fragile, un seul éclat, et l'eau s'échappe à jamais. » Une larme silencieuse glissa sur la joue d'Awa. De son côté, Malik n'était pas épargné. Son père, vieil homme aux traits marqués, l'arrêta un matin au retour des champs. « Fils, on dit qu'Awa a volé ton esprit. Est-ce vrai ?» Malik soutint son regard. « Père, et si c'était le cas ?» Un long silence pesa entre eux. Le père finit par dire d'une voix grave. « Souviens-toi, l'amour ne remplit pas les greniers, il ne fait pas bouillir la marmite. Rêver ne nourrit pas les enfants. » Mais Malik serra les poings et murmura. « Et pourtant, père, ce que je ressens vaut plus que 1000 jarres de mille. » Les jours s'allongèrent, lourds de tensions invisibles. Awa et Malik continuaient de se retrouver, parfois près de la rivière, parfois à la faveur de la nuit. Leurs paroles se faisaient plus brûlantes, leur silence plus éloquent. Ils savaient que les murmures du village s'étaient transformés en rumeurs plus fermes, que leur famille devenait méfiante. Mais rien ne pouvait étouffer la flamme née entre eux. Chaque rencontre était désormais un défi, chaque sourire un serment muet. Et dans leur cœur, une seule certitude grandissait, ils étaient prêts à affronter le monde pour protéger cette lumière fragile qui les unissait. Le temps passait, mais au lieu d'apaiser les murmures, il les nourrissait.
Le village de Kumba, avec ses toits de chaume serrés les uns contre les autres et ses ruelles sablonneuses, était devenu comme une grande oreille tendue vers les pas d'Awa et de Malik. Chaque sourire échangé, chaque absence remarquée, chaque geste infime alimentait le feu de la rumeur. Les voix se faisaient plus dures, plus insistantes, et parfois, Awa avait l'impression que même les arbres du village chuchotaient son nom. Pourtant, son cœur demeurait inébranlable. Dans le secret de ses pensées, elle savait qu'elle n'avait jamais rien ressenti de semblable auparavant. Les soirs où elle s'allongeait sur sa natte, les yeux ouverts vers le toit de chaume, elle repassait les mots de Malik, ses regards, ses silences. Tout en elle vibrait de cette certitude nouvelle, elle avait trouvé la part d'elle-même qui lui manquait. Malik, de son côté, travaillait avec une ardeur redoublée dans les champs. Ses bras s'épuisaient à retourner la terre, mais son esprit s'élevait au-delà du travail. Chaque sillon creusé lui rappelait la promesse faite au bord de la rivière, et il murmurait parfois en lui-même que même si la terre s'ouvrait sous ses pieds, son attachement à Awa ne faiblirait pas. Mais ses camarades, en le voyant si souvent distrait, se lançaient dans des rires moqueurs, l'accusant de labourer plus ses songes que la terre. La tension devint plus palpable lorsque les familles commencèrent à se parler entre elles. La mère d'Awa multipliait les avertissements. Elle posait parfois sa main sur l'épaule de sa fille et lui disait: Ma lumière, la beauté d'une fleur attire toujours les regards, mais c'est à toi de décider si elle doit se faner sous le vent ou se protéger sous l'ombre d'un arbre. Ces mots, pleins de tendresse, n'étaient pas dépourvus de crainte. Car elle savait qu'un pas de travers pouvait jeter l'opprobre sur toute une lignée. Chez Malik, la voix de son père résonnait avec une sévérité plus tranchante. Fils, un homme ne suit pas son cœur comme un oiseau suit le vent. Il suit le devoir, car c'est ce devoir qui fait de lui un homme digne de ce nom. Mais Malik restait silencieux, et dans son silence se cachait une force plus grande encore que les mots. Les soirées au village, autrefois légères et pleines de rire, prenaient une autre couleur. Lors des veillées, alors que les flammes des feux projetaient leurs ombres dansantes, Awa et Malik se retrouvaient parfois à quelques pas l'un de l'autre, mais jamais assez proches pour se toucher. Leurs regards, pourtant, faisaient tout le chemin que leur corps n'osait pas franchir. Et quand un conteur récitait une histoire d'amour contrarié, leur cœur battait à l'unisson, comme si les anciens, à travers leurs récits, parlaient directement d'eux. Un soir, Awa sentit le poids des rumeurs se faire plus oppressant que jamais. Tandis qu'elle portait un seau d'eau sur sa tête, des jeunes femmes éclatèrent de rire sur son passage. Elle n'entendit pas leurs paroles, mais elle comprit que ses pas, son sourire et même son silence étaient devenus matière à moquerie. Elle continua son chemin, la nuque droite, mais à l'intérieur, une douleur sourde grandissait. Le soir venu, au bord du feu familial, elle se surprit à pleurer en silence, les mains serrées sur ses genoux. Malik, lui aussi, affrontait des épreuves semblables. Un matin, alors qu'il travaillait, un vieil homme s'approcha et lui dit d'une voix rauque: Tu oublies que la rivière qui déborde finit toujours par emporter les champs. Ce que tu crois être amour pourrait bien devenir malédiction. Malik ne répondit pas, mais il sentit cette parole comme une lance. Pourtant, au fond de lui, il demeurait convaincu que son amour n'était pas un danger mais une source de vie, semblable à cette rivière dont on ne peut se passer malgré ses crues. Ils continuèrent à se voir en secret. Chaque rencontre était une victoire contre les forces invisibles qui tentaient de les séparer. Lorsqu'ils se retrouvaient au bord de l'eau, ils parlaient longtemps, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Awa racontait ses rêves. Je nous vois, Malik, vivant dans une case simple, mais remplie de paix. Je nous vois rire sous ce même ciel, élever des enfants qui connaîtront la force de notre lien. Malik l'écoutait, les yeux brillants, et répondait: Ton rêve est le mien. Même si le monde nous refuse, je bâtirai ce foyer avec toi, fût-ce à l'autre bout de la terre.